Lorsque l'on vient de Paris en descendant par le fleuve, on comprend pourquoi la ville de Blois fut à la Renaissance la capitale du royaume de France. Premier des châteaux de la Loire, Blois est au centre d'une cité dont aujourd'hui chaque citoyen peut se vanter d'être l'un des propriétaires. Les 70 000 châtelains de Blois ont confié le rayonnement de leur demeure royale à Élisabeth, érudite, qui a les pieds sur terre et ne se contente pas de faire de la conservation. Je suis Elisabeth Latrémolière, donc je suis directrice du Château Royal de Blois et conservatrice en chef des musées. Alors on dit des musées puisque le château a été restauré en 1845 pour en faire un musée, donc il y a un conservateur parce que nous avons des collections importantes. Donc on conserve à la fois les collections qui sont dans le château, collections de beaux-arts, collections d'archéologie et collections de magie qui sont dans la maison de la magie de l'autre côté de la place du château. Alors le personnel est assez nombreux puisqu'on a à la fois la gestion du château et de la maison de la magie. Ce qui est vraiment propre à Blois, c'est le fait de trouver les 4 ailes réunies autour de la même cour qui date du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle, ce qui nous donne vraiment une richesse, une panorama d'architecture et fait de Blois une très bonne introduction pour une visite dans le Val de Loire. Donc pour les situer, le bâtiment que vous avez ici dans l'angle, c'est la partie la plus ancienne, c'est la grande salle construite au début du XIIIe siècle par les comtes de Blois. Et le château est devenu un château royal, c'était en 1498 avec Louis XII. Et là, il nous reste les 2 ailes en briques et pierre, c'est-à-dire la moitié de son château, parce qu'initialement, il avait fait construire 3 ailes autour de la cour ici, avec encore des bâtiments anciens du XVe siècle, à l'emplacement de l'aile que François Ier va bâtir ensuite en 1515. Donc François Ier, lui, il va changer de mode, il adopte le mode italianisant, il fait construire son aile contre l'enceinte qui est toujours au milieu, avec l'équivalent de 2 façades très différentes, le côté cour où nous sommes, et à l'extérieur, une façade qu'on appelle la façade des loges. Et ensuite, au début du XVIIe siècle, c'est justement le fils d'Henri IV, Gaston d'Orléans, prince héritier, frère de Louis XIII, qui commande cette aile classique dessinée par François Mansart. Ce qui fait qu'en gros, à Blois, on passe d'une forteresse de défense vers les châteaux de plaisance de Louis XII et François Ier. Et ici, au fond de la cour, le début d'un palais, mais qui n'était jamais terminé. L'escalier François Ier. Rarement l'architecture d'un escalier n'aura été rendue aussi célèbre par le nom d'un roi. François Ier a transcendé ici son désir d'élévation et de grandeur à l'italienne. Ici, la nouveauté, c'est d'ouvrir vers la cour, et chaque ouverture que vous avez ici correspond avec un balcon. Donc c'est un peu comme une loggia à l'italienne. On pouvait sortir, voir une cour très animée, et puis les personnes dans la cour surtout pouvaient mieux voir qui était dans l'escalier. Donc pour les courtisans et surtout le roi, c'était toujours une façon de se montrer, si vous voulez. Si les colonnades semblent soutenues par les statues des vertus légères, partout est répétée la couronne royale et son emblème héraldique ô combien redoutable, une salamandre qui crache le feu. Je m'appelle Philippe Cervera, je suis guide conférencier au Château de Blois depuis bientôt 15 ans. J'ai le plaisir de travailler dans un site magnifique, prestigieux. Je fais des visites du château pour différents types de publics, français, anglais, espagnol, bientôt brésilien. Et puis je fais aussi des visites de ville, voilà, pour toute une catégorie de visiteurs, que ce soit les adultes ou bien les scolaires. Cette tour du château qui date du XIIIe siècle, on a une vue sur l'église Saint-Lomère qui a été construite au XIIe et au XIIIe siècle, et une magnifique vue également sur la Loire, sur le fleuve qui est à l'origine de la naissance de la ville. On y voit aussi ce pont caractéristique de Blois, le pont Jacques-Gabriel, qui date du début du XVIIIe siècle. Et à l'opposé du château, une cathédrale Saint-Louis qui se trouve située sur la hauteur est de la ville.
Cette aile du château de Blois a été construite à la fin du XVe siècle pour le roi Louis XII. Louis XII qui est né à Blois et qui, devenu roi de France en 1498, décide de reconstruire la vieille forteresse dont il a hérité. Un peu en contrebas de la statue équestre, on peut voir l'emblème du roi Louis XII, le porc-épic. Louis XII, dont la devise était « de près comme de loin », c'était une façon de mettre en garde tous ceux qui lui auraient voulu du mal. De près, et le message, on le comprend, pour ceux qui sont près de lui, les Français, ses propres sujets. Et de loin, la légende voulant que l'animal puisse lancer ses piquants, c'était une façon de mettre en garde les Anglais, les Espagnols, qui étaient les ennemis de l'époque. Alors, la façade extérieure de l'aile François Ier est inspirée d'une façade italienne, une façade que l'on peut voir encore aujourd'hui dans une des cours du Vatican, avec ses loges, d'où l'appellation de façade des loges. Notre visite, elle commence par le commentaire du château, puis on introduit la ville et enfin la Loire. La Loire qui est je dirais, l'essence de vie de la ville de Blois, puisque la ville de Blois est construite sur 2 éperons rocheux. Il y en a un sur lequel est construit le château, l'autre la cathédrale, et tout ça c'est bercé par le flot de la Loire, qui est vraiment le point primordial de la ville. On a choisi de proposer ces promenades avec des percherons. Le percheron est connu pour avoir le sang froid. Et je dirais qu'en ville, c'est primordial. Nous, on a une méthode bien à nous pour préparer les chevaux à la ville. C'est-à-dire qu'on va les dresser directement en ville. Quand on monte dans l'attelage, c'est la décompression totale. Il n'y a plus cette notion de se déplacer pour aller quelque part, mais pour observer et découvrir ce qu'on a autour de nous. Là, c'est l'église Saint-Nicolas, elle date du XIIe siècle. Ça évoque bien sûr le retour au passé. Quand ils sont dans notre attelage, ils ont l'impression de vivre à l'ancien temps. C'est le pont Jacques-Gabriel qui date du XVIIIe siècle. Au niveau du bruit, hein, le clop-clop des chevaux, des sabots qui battent le bitume, ça sensibilise vraiment les gens, comme si c'était une musique qui accompagnait notre promenade. Moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai toujours aimé le tourisme parce que j'aimais parler les langues. Et puis, j'aime énormément l'histoire. Donc, j'ai fait une formation de tourisme. J'ai commencé à travailler dans un office de tourisme. Et puis, parallèlement, j'ai suivi une formation de guide conférencière parce que l'histoire me plaisait. J'avais besoin aussi de pouvoir être en contact direct avec les groupes. J'ai travaillé pendant 4 ans en tant que chargée de communication pour le spectacle à la cour du roi François au château d'Amboise. J'avais pour bureau presque, je voyais tous les jours le château d'Amboise. L'été, je voyais des gens en costume, c'était sensationnel, enfin voilà. Et donc j'ai changé de château. J'ai eu une opportunité, je suis venue travailler à Blois. Donc ça fait 5 ans que je suis à Blois. En fait, quelque part, c'est un petit peu un rêve de petite fille. On a toujours voulu, les petites filles... On était des princesses. Tous les jours quand on arrive, surtout quand le château est éclairé de la sorte avec le soleil, enfin, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai évolué au sein du château et j'en suis ravie. Donc j'ai aujourd'hui en charge les services billetterie, boutique, réservation et puis le son et lumière et évidemment la commercialisation que je garde toujours sous mon aile. On compte à peu près 290 000 visiteurs par an. Nos principaux visiteurs, ce sont évidemment les Français. Nos principaux visiteurs étrangers en ce moment, ce sont les Allemands qui sont revenus. Les Allemands sont de retour. Notre deuxième clientèle, ce sont les Espagnols, puis les Italiens. Les Italiens sont très friands de la Renaissance française, qui est un peu le pendant de leur histoire et de leur architecture en Italie. Ensuite, on a les Anglais et puis les Néerlandais qui sont friands de vélos. On peut accueillir les vélos au pied du château et donc les Néerlandais sont les premiers à utiliser ce type de locomotion pour visiter les châteaux. Voilà.
Non, on n'aura jamais 1 million de visiteurs, on ne s'appelle pas Chambord, qui ne les a pas non plus, mais voilà, ou Beauval, on n'a pas de panda à Blois, mais effectivement, développer la fréquentation, ça fait partie de nos challenges, et on en est tous conscients à tous les niveaux, tout le personnel du château et de la ville travaille dans ce sens. Face au château exactement, la municipalité de Blois a mis en œuvre une idée originale de développement touristique. Toute une mise en scène rend hommage à l'un de ses plus célèbres administrés, Jean-Eugène Robert Houdin, le fameux magicien, grand maître des automates et de l'illusion. La Maison de la Magie, située face au Château Royal de Blois, accueille chaque année près de 90 000 visiteurs. Elle a ouvert en 1998 et elle rend hommage à un magicien, Jean-Eugène Robert Houdin, né en 1805 à Blois, et on dit de lui qu'il est le père de la magie moderne. Parce que c'est le premier magicien à travailler dans un théâtre. Alors bien sûr, la magie avant lui, elle existait, et c'est ce qu'on vous propose de découvrir à la Maison de la Magie, en commençant par le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les magiciens travaillent principalement dans la rue. On les appelle les battleurs ou escamoteurs, comme ce magicien qui faisait disparaître une poule et qui la faisait réapparaître ensuite dans un sac. Alors, ils travaillent dans la rue, mais il leur arrive parfois d'être appelés par le roi pour exécuter quelques tours de magie lors de fêtes, de dîners. Et donc là, généralement, ils présentent le célèbre tour des gobelets. Alors, il est connu, c'est le célèbre jeu, ce qu'on appelle le bonto, 3 gobelets, une balle, on met une balle sur un gobelet, on mélange et on doit trouver où est cachée la balle. Alors, le magicien s'en sert pour attirer le public autour de lui, dans les marchés, sur les places publiques, et une fois que la foule est autour de lui, il en profite pour essayer de vendre des produits soi-disant miracles. Alors par exemple, un produit pour faire repousser les cheveux, pour ne plus avoir mal aux dents, mais en fait le tour de magie est juste un moyen d'attirer le public à lui. Le célèbre tableau de Jérôme Bosch, l'escamoteur, représente parfaitement le magicien en train d'exécuter le célèbre jeu des gobelets. On voit d'ailleurs le magicien présenter le numéro et puis le public autour de lui. Et dans l'assistance, un pickpocket est là et subtilise la bourse d'un des badauds. Jean-Eugène Robert Houdin, le grand magicien, a inventé un objet qui est très important pour l'histoire de l'escrime. Il faut se rappeler que l'escrime était un art évidemment favori des courtisans, donc on va retrouver à la cour de la Renaissance. Eh bien, Jean-Eugène Robert Houdin, lorsqu'il était inscrit au cercle d'escrime de Blois, donc un peu plus tard, au XIXe siècle, invente le plastron électrique des escrimeurs qui permet de comptabiliser les touches des escrimeurs l'un envers l'autre. Très dangereux. Oui, c'est dangereux, oui. Tout doux, monsieur. J'ai commencé Moi, je suis Michel Palvado, donc je suis retraité de la fonction publique et j'enseigne donc l'escrime artistique au sein du Conservatoire national d'escrime ancienne, qui vous présente le spectacle d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, et puis moi donc, je suis Julien Pénanec et je suis escrimeur du conservatoire. Ici ce sont des spectacles d'escrime ancienne. En fait tous les ans le château de Blois nous commande un spectacle qui est en relation avec l'exposition de l'année en fait. Cette année c'est sur la science des armes, sur l'histoire des armes. Les techniques, même celles qu'on connaît actuellement, nous viennent des Italiens. En fait. Italiens et Espagnols. Il y avait des maîtres d'armes qui étaient très très réputés à l'époque, chez qui on envoyait d'ailleurs les enfants du royaume, les enfants français du royaume. On les envoyait en Italie pour apprendre l'escrime, parce qu'ils avaient une méthode qui était supérieure à la nôtre. Progressivement, cet escrime s'est répandu un peu dans tout le royaume français, et en est découlé notamment l'histoire des duels. Les duels ont martyrisé la noblesse française, en fait, puisqu'on compte à peu près 20 000 morts sous les règnes de Henri III, Henri IV
simplement pour fait de duel, donc c'était quelque chose d'énorme. Il y a un auteur qui dit que les duels en fait ont fait pratiquement plus de morts que les guerres de religion. Donc c'était quelque chose d'invraisemblable à l'époque. Oui, il faut dire que l'escrime que nous on présente, c'est une escrime qui n'a pas grand-chose à voir en fait, sinon les bases essentielles avec l'escrime de l'époque, puisque l'escrime de l'époque était effectivement faite pour tuer. Alors que nous, on essaye d'en faire quelque chose d'agréable à regarder. C'est tout à fait différent, les objectifs sont complètement différents, c'est clair. Donc ici, nous sommes dans le musée des Beaux-Arts du château de Blois, qui se situe au premier étage de l'aile Louis XII du château, puisqu'on continue d'être dans les appartements royaux du château, mais que la spécificité de Blois par rapport par exemple à Chambord, à Cheverny ou à Amboise, c'est d'abriter une collection de musées des Beaux-Arts en tant que tel, et donc de développer un discours d'histoire de l'art sur la peinture, la sculpture, depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de présenter un accrochage un peu thématique qui est quand même en lien avec le château. Alors par exemple dans cette salle, qui est une salle consacrée à la peinture d'histoire, on met en regard la peinture d'histoire au XVIIe siècle, qui parle beaucoup de mythologie encore, avec la peinture d'histoire du XIXe siècle, qui est une peinture un peu plus scientifique, qui cherche à mettre en scène des personnages qui ont compté dans l'histoire, notamment de France. Alors, ce très beau tableau, peint par un artiste du XIXe siècle, qui est Marie-Philippe Coupin de la Couperie. C'est une Valentine de Milan, au pied du tombeau de son époux Louis d'Orléans. Donc Louis d'Orléans est propriétaire de nombreux châteaux, et notamment du château de Blois au tournant des années 1400. Donc voilà, un très beau tableau qui vaut d'être exposé ici du point de vue de l'histoire de l'art, et pas simplement du point de vue de l'histoire pour illustrer un épisode du château de Blois. Et on l'a mis en regard d'un bronze du 19e siècle, parce que ces artistes du 19e siècle qui s'intéressent à l'histoire, ce ne sont pas seulement les peintres, mais ce sont aussi les sculpteurs. Et bien ici, c'est Louis d'Orléans dans le bronze, qui est représenté par Frémiet dans sa tenue de combat. Un des points forts de cette salle, ce sont les portraits de petits princes du XVIIe siècle, tout pris sous leurs lourds vêtements à l'antique et leurs attributs mythologiques, qui sont là pour revendiquer leur statut social de petits princes en miniature, et qui entrent en contraste assez franc avec ces deux bustes de Jean-Baptiste de Lemoine en terre cuite, patinée, qui sont deux chefs-d'œuvre de la sculpture française du XVIIIe siècle, qui vaut par cette découverte du naturel. Tout le monde va rentrer par cette porte. Alors on peut avoir n'importe quelle question. Ben oui, ne serait-ce que, est-ce qu'on a le droit de rentrer dans la cour? Comment on paye? Ben oui, un château ça se paye pour rentrer. Tous les musées on paye pour entrer dans un musée. Donc on a des gens qui ont l'air étonnés pour des choses comme ça. Les questions que les gens n'ont pas eu le courage de poser, par exemple en visite avec les guides. À la fin ils osent nous le demander. Quelquefois, ils n'ont même pas. Ils ont fait tout le tour du château, et le porc-épic, ils n'ont pas réalisé que c'était l'emblème de Louis XII, et ils n'osent pas le demander au guide, parce que peut-être ils se disent, je vais avoir l'air bête. Donc à nous, on ose nous le demander. On dit, vous ne pourriez pas nous le dire, madame, parce que vraiment, on a vu un porc-épic, c'est quoi ça? Des petites questions comme ça. Donc. Mais en général, on a quand même une clientèle très très agréable. Moi, là, je trouve que c'est un plus ici, parce que les gens sont toujours de bonne humeur, et c'est vraiment très agréable. Ouais. Donc ça, c'est 4e livraison.
ça a l'air pas mal hein, comme couleur. Hein. Regarde. Oui, c'est ce que je viens de voir là. Oui, ça change. Hein. Oui. Non, mais je pense que ça peut plaire, ça. Ouais. Frédéric, est-ce que tu veux voir là? Je crois qu'il y a un monsieur qui est rentré dans la cour. Et puis on poussera la porte. Là, juste au milieu, là, il rentrait sans billet. Donc en fait, tous les panneaux étaient refaits, c'est très clair hein, pour voir l'entrée. Mais ceci dit, les gens rentrent sous le porche parce que c'est la première chose qu'ils voient. Donc ils rentrent sous le porche et ils essaient de rentrer par la boutique. Ils font un petit tour, ils se disent on peut peut-être rentrer. Alors on a quand même des catégories de personnes qui sont plus ou moins douées. Hein. Oh, I'll put something behind me. Yeah, okay. Alors, that one, 39, ok? Alors, pourquoi vous m'avez vu bouger d'une caisse à l'autre? C'est que sur celui-ci, j'étais en enregistrement et que donc, là, je me suis arrêtée pour une petite vente. Voilà. C'est les audioguides. Oui, donc, on a les audioguides que les gens prennent au début. Et s'ils oublient les rendre, donc ça sonne ici. C'est pour ça qu'on vient d'entendre cette sonnerie. Les pays de l'Est qui viennent de plus en plus. Nous avons énormément de Russes, de Polonais. Alors les Polonais, ça fait plusieurs années, mais les Russes, ça se déploie de plus en plus. Hein. En individuel, en famille. Alors qu'avant, on les voyait en groupe. Hein. On a 3 livres sur les châteaux en russe qui se vendent énormément, donc hollandais, on a 10 langues en fait, nous avons 10 langues. Hein. Donc toutes les familles qui passent avec enfants ou les grands-parents, donc systématiquement, s'ils n'ont pas acheté pour eux, ils achètent pour les enfants. Donc tous les puzzles, bon, ils aimeraient n'avoir que des princesses quand ce sont des petites filles. Hein. Le bilboquet, donc, qui était le jeu sous Henri III, ça marche très très fort, les gens... Oh, les grands comme les petits, et c'est donc ce jeu. Le fleuret, c'est une valeur sûre. Hein. Puis en plus, bon, c'est un prix tout à fait correct, ils sont à 6 €, donc c'est très bien. Hein. Donc, on a eu un spectacle d'escrime, et à la sortie du spectacle, les gens avaient un besoin de jouer comme les escrimeurs, et donc achetaient tout ce qui est un petit peu dans ce coin. Hein. Louis Laurent, donc je fais partie du château de Blois Royal. Depuis 16 ans que je suis ici et je suis menuisier et je restaure aussi, restauration des ministéries. Mon travail au château en fait consiste à réaliser tout ce qui est restauration de meubles, tout ce qui est fabrication de... Quand je fais une exposition de toutes les cloisons, tous les socles autour de nous, c'est vraiment des œuvres qui sont quand même particulières et très chères. Quoi. Voilà. Alors voilà, en fait, cette vitrine-là a été conçue par toute l'équipe technique du Château Royal de Blois pour une exposition Gucci. Et donc en fait, moi j'ai fait toute la conception, tout ce qui est bois, menuiserie. Après, il y a eu une étude d'électricité, comme quoi il y a un électricien qui a tout refait à l'intérieur. Et après, on a un peintre qui a tout fait, toute la peinture, tout a été fait, conçu au château pour cette exposition Gucci. Voilà, et qui présente cette œuvre-là, que M. Gucci nous a offert pour le Château Royal de Blois. Non, commence par toi. David, vas-y. Pourquoi moi? Non, vas-y. Allez, vas-y, c'est parti. Non, je commence, vas-y. C'est le chef, c'est chef 2. Ouais. C'est ça le protocole. Jean-Patrice Pirmet, responsable du service sécurité du château, en tant que SIAP 2. Couder Elodie, donc service sécurité du château en tant que SIAP 1. David Achigan, agent de sécurité incendie et d'assistance à personne, et agent logé au château. Alors, on y va. Le Château Royal de Blois est un ERP, établissement recevant du public, de première catégorie, ce qui nécessite un service de sécurité incendie, donc des SIAP.
SIAP, Service de sécurité incendie et assistance à personne, dont nous sommes les représentants. À ce jour, et avec 18 ans de service au sein de ce bâtiment, je n'ai jamais connu d'incendie. Simplement, pour une fois et une seule fois, un début de feu dans une poubelle qui a été éteint avec un verre d'eau. Donc c'est la seule chose qui a été, qui a permis d'intervenir un SIAP. Ce qui prouve et ce qui tente à dire, c'est que le système de prévention mis en place depuis de nombreuses années et la présence humaine fait que tout le système à lui seul permet d'avoir une très très bonne prévention, dont une intervention, s'il y avait besoin un jour, une intervention très rapide. Il y a celui-là, mais on va en prendre un au... Alors nous voici dans la partie visitable du château à l'heure actuelle. Et bien sûr, dans notre service, nous sommes toujours accompagnés de personnes telles qu'il y a sur ma droite, des gens d'accueil et de surveillance qui sont aussi des relais pour nous, puisqu'ils peuvent intervenir souvent plus vite que nous, puisqu'ils sont déjà, eux, sur place. Donc voici le fameux DM dont nous parlions tout à l'heure. Le DM est à disposition des personnels et du public, ce qui permet à chacun de nous d'appuyer sur ce bouton s'il voit un début d'incendie. Ce bouton-là est relié directement au SSI et l'agent de sécurité sera automatiquement prévenu qu'il y a un début d'incendie dans cette pièce-là. Alors nous voici là au PC sécurité du château et dans cette partie-là qui est strictement interdit à tout public sauf sous autorisation, nous allons donc retrouver le fameux SSI qui lui gère et dispatche toutes les alarmes. Musée, au musée. Il rentre d'un côté, il sort de l'autre. Ça va David? Bah ouais, ça va bien. Et toi? Bah, je rentre de vacances, ça va pas trop mal, mais j'étais bien en vacances. Donc avec l'ensemble des services, le service château, service de la ville, service des pompiers, il a été mis un plan de sauvegarde des œuvres, ce qui permettrait de décrocher l'ensemble des œuvres, voire toutes si on a le temps, tout dépend de l'incendie, pour après les stocker dans des pièces loin de l'incendie. Donc il y a les collections du château, le château par lui-même, et bien sûr l'ensemble des gens qui y travaillent et l'ensemble des gens qui le visitent. Donc nous avons une charge de travail, je dirais, importante pour veiller sur tout ça. Je vais supposer que nous avons tout le monde, parce qu'en général, quand je ferme la porte, si ce n'est pas le cas, j'entends des voix derrière. Bien. Donc, a priori, le duc a dû passer par là. Alors, au deuxième étage, on se trouve de ce côté-ci, dans les anciens appartements d'Henri III. La chambre restera la partie la plus célèbre dans l'histoire du château, parce que c'était a priori là que le duc de Guise était assassiné sur commande du roi en 1588. Dans cette salle, vous avez des tableaux historicistes du 19e siècle qui nous racontent un peu le contexte. Dans ce tableau de Rupt, on a une image quand même d'Henri III qui vient d'arriver dans la chambre du roi. C'est là qu'il aurait prononcé la fameuse phrase « Oh mon Dieu, il est encore plus grand mort que vivant ». Voilà. Donc il est en train de vérifier si le duc est bien mort. Et voici son serviteur qui tend un billet au roi sur lequel, soi-disant, il est indiqué que l'Espagne finançait la Ligue, donc le duc de Guise, on pouvait ainsi l'accuser de trahison. Dès le début du 19e siècle, le concierge du château, qui fait visiter le lieu de l'assassinat du duc de Guise, entretenait, dit-on, la tache de sang du duc de Guise en venant régulièrement y égorger un poulet. Alors aujourd'hui, les sols ont été refaits et l'on ne voit plus cette fameuse tache de sang. Comme tous les monuments populaires, le château de Blois est victime d'idées reçues, d'idées qui circulent parmi les visiteurs et que nous souhaitons corriger ou remettre à leur place. J'ai suivi une formation universitaire en histoire et en histoire de l'art avant de devenir conservateur du patrimoine et depuis 12 ans en poste dans ce cadre merveilleux du château royal de Blois. Blois est un monument à l'histoire compliquée, donc nous avons
souhaité offrir aux visiteurs une nouvelle manière de découvrir cette histoire en mettant en place dans cette magnifique salle des États, la salle médiévale du château, 6 écrans géants commandés par des pupitres interactifs qui permettent de voyager aux différentes époques de construction du château, en créant des maquettes 3D que le public peut manipuler, qu'il peut faire tourner, dans lequel il peut également circuler et animer les périodes de construction, convoquer les personnages qui ont construit le château ou qui y ont vécu, découvrir les chefs-d'œuvre des collections qui jalonnent le parcours. Alors nous sommes maintenant dans la chapelle dédiée à Saint Calais, un ermite originaire du Mans dont les reliques ont été transportées à Blois au moment des invasions vikings et auquel est dédiée cette chapelle qui a été reconstruite par le roi Louis XII et consacrée par le confesseur de la reine Anne de Bretagne en 1508. Alors dans cette chapelle, ce qui est remarquable, c'est le programme de vitraux qui ont été mis en place en 1957 et qui évoquent l'histoire de ce monument et puis en fait les riches heures de ce château royal de Blois. Des heures riches et tragiques. Les œuvres rappellent l'arrivée des reliques de Saint-Calais. Le destin de Jeanne d'Arc, qui regroupa ses troupes à Blois avant de lever le siège d'Orléans face aux Anglais. Enfin, la reconstruction du château par un couple mythique, Louis XII et Anne de Bretagne. Alors, je suis Jacques Moret, président fondateur de l'association Louis XII à Blois. La création de l'association Louis XII remonte à 1985. Pourquoi Louis XII ? Parce que c'est le roi qui est né à Blois, qui a régné à Blois. Aujourd'hui, notre association est à la tête de 2800 costumes de cour en parfait état. Nous sommes au château de Blois ce soir pour habiller les personnes qui le souhaitent, qui vont participer au bal Renaissance du château de Blois. Et on leur donne donc la possibilité, en créant une boutique, là, de pouvoir louer ces costumes et de pouvoir danser dans la salle des États généraux en tenue de cour. C'est mon boulot, hein. T'as vu un peu? Si je travaille à la chaîne, hein. L'ancienne capitale du royaume se devait de perpétuer les festins de la Renaissance. La tradition de la bonne chère est entretenue par le lycée hôtelier de Blois, l'un des meilleurs lycées hôteliers de la République française. Maigre et gras de porc, là en tranches fines, lard salé haché, fenouil grain, vinaigre de vin, cannelle poudre, poivre moulu, verjus, raisins secs. Alors ça, c'est des pots de crème. Safran filament, jus de raisin. Chaud. Vous allez donc réaliser des talmouses en tricorne qui seront donc servis demain soir au château. Talmouses en tricorne, 3 cornes, donc le nom de la talmouse. Le petit chapeau servira uniquement à faire un effet visuel et également à fermer correctement la talmouse. Chacun d'entre vous va faire une étape et on va travailler à la chaîne. Vous en avez 300 à réaliser dans l'après-midi. Ça va, pas de soucis? C'est bien, c'est bien, c'est bien. On continue comme ça. Le rôti, c'est la cuisson idéale pour la noblesse à l'époque. On aime encore à la Renaissance beaucoup l'acidité, donc on va retrouver des bases très acides dans les sauces et très colorées. Voilà pourquoi on va garder le vert en fait des bêtes. Là, on a réalisé quelques massepains de Nostradamus. Alors Nostradamus est célèbre pour ses traités évidemment apocalyptiques, mais il est aussi célèbre en cuisine pour ses traités des confitures. Donc on a refait la recette de Nostradamus et vous avez dessus un glaçage au sucre glace
qui était la grande tendance de l'époque. Ce massepain, en fait, est parfumé à l'eau de rose. Ça, c'est encore quelque chose qui reste du Moyen-Âge, où on utilise énormément les parfums. C'est un signe, en fait, ostentatoire d'appartenance, réservé à la noblesse. C'est délicat, c'est pas d'accord. Donc c'est une entrée sucrée en fait. C'est au Moyen-Âge, ils mangeaient sucré encore au début du repas. Après ça a changé et c'est devenu salé, mais avant ils mangeaient encore du sucré au début du repas. Tu vas me dire ce que tu penses des petits pots du roi Henri. Oh, c'est chaud. Ouais, là ils sortent du four. Bon, on retrouve bien le sucre. La fleur d'oranger. La fleur d'oranger et des épices. Donc là, on trouve un dessert tout à fait caractéristique de la Renaissance, sucré, avec des épices à foison, comme on disait. À foison. Parce qu'on reste quand même sur un goût médiéval où on adorait les épices. Donc on en mettait autant qu'on pouvait, et plus on était riche, plus on était puissant, plus on en mettait. La volaille préférée qu'on va trouver sur les tables aristocratiques, qui va avoir un très très grand succès à l'époque, c'est la dinde. Et la dinde, qui tire son nom en fait de l'Inde, où on l'a découverte, qui est en fait l'Amérique, puisque lorsqu'on a découvert l'Amérique, en fait on pensait découvrir l'Inde. Donc la dinde va avoir un très grand succès tout de suite sur les tables aristocratiques, remplacer les autres volailles médiévales, par exemple le paon ou le cygne. On va l'élever de façon précisément à la servir sur les tables aristocratiques parce que c'est un oiseau. Et les aristocrates mangent des grands oiseaux parce que les oiseaux sont des animaux qui vivent près du ciel. Donc suivant la hiérarchie des aliments de l'époque, lorsqu'on est haut placé dans la société, on va manger des animaux qui sont près du ciel. Le château de Blois, pour nous, lycée hôtelier, c'est un moyen pédagogique pour aborder l'histoire. L'idée, c'est que effectivement, les élèves n'apprécient pas forcément une visite dans un château, trouvent ça ennuyeux, alors que là, on utilise le lieu comme une médiation pour leur apprendre l'histoire. Le monument devient un lieu de vie véritablement. Le temps d'une soirée, même d'une journée, ils habitent le monument et ils le comprennent mieux. Un peu au-dessus. Je lui indique s'il doit mettre la cuillère plus haut ou plus bas par rapport à l'assiette pour que ça soit bien, que les cuillères soient bien alignées. Non, elle d'après. Ouais, descends un peu. Concrètement, il crée un repas, un festin de la Renaissance, et il se retrouve un petit peu en situation de servir, de comprendre un petit peu la hiérarchie sociale, par exemple par rapport à la disposition des tables, la place du Seigneur, etc. On ne mangeait pas la même chose. Il y avait tout un rituel et toute une organisation sociale autour de l'alimentation, et ça on peut le voir avec des élèves. Et finalement, ils font de l'histoire de manière ludique, puisqu'ils se costument, il y a tout un cérémonial qui fait que c'est très amusant. Ça fait bien Florent comme ça.
Le bal est un moment important dans la vie du courtisan. Il y a des bals très souvent dans la semaine et parfois des grands bals, comme celui qu'on organise parfois au château dans la salle des États généraux. Donc le grand bal est un moment aussi de rencontre importante. C'est pas seulement un moment de distraction, c'est un moment d'échange politique. On va se rencontrer, on est au moment des guerres de religion entre protestants, catholiques, peut-être un peu négocier. Évidemment, on va négocier des alliances, voire des mariages. Donc ce n'est pas seulement un moment distractif, c'est aussi effectivement un moment où la diplomatie joue son rôle. On peut penser qu'aujourd'hui, ça peut se passer aussi un peu comme cela. Les danses proprement dites vont débuter par ce qu'on appelle la pavane. La pavane, qui a donné son nom aujourd'hui au verbe se pavaner, en fait est une danse de présentation où on avance, une sorte de marche, on avance par couple et ça permet aux aristocrates de se montrer, de se présenter, de faire donc le tour de la salle et on arrive en procession. C'est comme ça que ça va se passer aussi au château ce soir, donc on arrive en procession en pavane. Il y a plusieurs types de pavanes, plus ou moins mouvantes, mais la pavane est toujours une marche très solennelle. La fête dure hélas moins longtemps pour les salariés qu'elle ne durait pour la royauté. J'ai un parcours d'historienne de l'art puisque j'ai fait des études en histoire et en histoire de l'art à la fois à la Sorbonne et à l'école du Louvre. Et puis l'école du Louvre donc, est une école qui forme tous les métiers des musées, notamment celui de la régie des œuvres. J'ai fait un master professionnalisant en régie et documentation. Et puis voilà, me voilà à Blois pour mon premier poste en musée. Je m'occupe de tout ce qui est déplacement des collections, stockage, accrochage. En fait, tout ce qui relève de la matérialité des œuvres, au-delà de des questions documentaires et d'études scientifiques. Je m'occupe de leur état physique. Donc, leur localisation, où est-ce qu'elles sont rangées, leur accrochage pour le public, donc tous les systèmes d'accrochage, de présentation, de vitrine, mais aussi tout ce qui est déplacement pour restauration, déplacement pour exposition. Un travail important dans les musées, c'est l'inventaire des collections, puisqu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'œuvres qui sont conservées au château de Blois. Et notre travail, c'est de les conserver, de savoir ce qu'on a, dans quel état. Et donc, ce travail, c'est le récollement des collections, qui est obligatoire dans tous les musées de France. Et on doit le faire tous les 10 ans. Donc, le récollement, c'est de vérifier que les collections que nous conservons sont conformes à l'inventaire papier qui est rédigé au fur et à mesure de l'entrée des collections dans nos murs. On prend une photo, on va prendre ses dimensions. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a notre fiche de récollement et on peut remettre l'œuvre sur son étagère en notant bien sur quelle étagère la statuette est rangée pour qu'ensuite, dans la base de données, on puisse retrouver facilement l'œuvre quand on la cherche. Donc ici, nous sommes dans la réserve peinture, où sont stockées toutes les peintures du château de Blois qui ne sont pas présentées au public dans les appartements ou dans le musée. Quelques-unes de ces pièces fort intéressantes sont présentées dans le musée des Beaux-Arts du château, mais sinon le reste, ce sont des collections qui ont été données par des particuliers au château et que nous conservons, mais qui ne sont pas présentées au public.
Alors je suis Monsieur Boucher et je suis responsable du service technique du château. Donc je gère et la partie technique du château et la partie entretien du château. Voilà. Tout ce qui va être entretien, ça va être le nettoyage avant l'ouverture au public, nettoyage des réserves, enfin bon, tout ce qui est nettoyage du château. Et puis la partie technique, ça va être gérer le peintre, gérer le menuisier et gérer l'électricien. Et puis intervenir sur les différentes structures du château. Voilà. Déjà, je te fais voir avant. Et après Ça, c'est bien déjà. je te fais voir avant et après on l'appelle. Vas-y. Sous-pèse déjà. Rien que tu sous-pèses seulement. On va pas le... Non, ouvre-le pas tout de suite, je voulais pas que tu vois. C'est pas grave. Voilà, sur la cloison de 12. Hein. Ouais, je le retenir. Voilà, on est d'accord. On peut la coller. Parce que là, on est à 46. Oui, mais il y va, je suis d'accord. Mais au niveau sécurité... Moi, soit qu'on fait un panneau rond pour rester dans le même système que ça, qui peut être sympa. Ouais, mais t'as les deux. Donc tu vas être obligé de faire un panneau rectangulaire. Tu veux faire un panneau pour mettre les deux dessus? Oui, autant faire... C'est ce que je pensais. Je pense que c'est ce qu'il y a. Vous avez vu le système d'accrochage? Ouais. Ok, parfait. Moi je pensais à un panneau long. On fait un panneau rectangulaire. Salut. A priori, c'est à la place de celle-là, je pense. À la place de quoi? De celui-ci. Ok. Donc là, en structure, on a un tasseau de 5 qui est ici. Au milieu, on n'a rien. Ouais. Ah, il y a peut-être une autre solution. Et si on les met sur Simèze? Les Simèze peuvent supporter combien de... Bah, sur une punaise, ouais, mais... Elles peuvent supporter, Mickey. Non, mais c'est pas le souci. C'est une question de poids et puis d'inclinaison après. Parce que sur Simèze, on va... Si on ne sait pas, on ne pourra pas savoir non plus. Hein. Ouais, mais sur Simèze, on va s'incliner. Après, ça reste tout le temps. Sauf prêt, quoi. Je dis c'est du pérenne. Après, ça reste tout le temps, sauf si on prête... Parce que c'est des œuvres assez extraordinaires. Ça n'a l'air de rien, mais il n'est pas issu. On pourra leur démonter pour leur part. Oui. Plus tard. Merci. Ah non, il calme, je peux pas mieux faire. « 80. Ne réglez pas. 80. Oui. Un, deux, stress. J'ai peur. Voilà, nickel. Ce que je veux voir, c'est... Sur un point, on sera sur une longueur. Mais là, tu rajoutes des tasseaux derrière ou tu mets directement ça? Non, mais des tasseaux derrière, là-bas. Deux. Lève. Viens vers moi. Voilà. Après, il faut qu'on prévoie une table. Tu souhaites? Moi, je pense que ce serait mieux. Et puis tu mets justement un petit filet, présentation exceptionnelle à l'occasion. Bon, bonne journée. À vous aussi, merci. Je m'appelle Jérôme Léger, je suis blésois depuis de nombreuses années. J'ai été embauché à l'origine en 92 sur la mise en place de ce spectacle. Donc ce spectacle est enregistré, on travaille avec des tables de mixage, avec différents ordinateurs. Malgré ça, on a une autonomie sur chaque système et on peut pallier manuellement sur chaque effet si on doit arranger pour que le spectacle ait une cohérence. Ah oui, j'ai pas mis le câble. Donc on va passer à la phase des tests. On va mettre la régie en place, sous tension. On va essayer notre son, nos lumières, nos différents armoires. Et après chaque volet sur chaque machine à images. Welcome to all of you who tonight have stepped through the portal of the Château of Blois.
Welcome to those who've chosen. Magnifique ironie de l'histoire. Les Anglais qui assiégèrent nos châteaux pendant 100 ans sont accueillis à Blois par François Ier pour un spectacle prononcé avec candeur dans la langue de Shakespeare. Vous aussi, évadez-vous avec Atlante Catamaran. Tout de suite, sur Voyage. Soirée nature, ce soir sur Voyage. À 20h40, Martin au Tour du Monde. Et à 21h30, la quête des vents. Bonne soirée sur Voyage. Nous sommes 15 millions de personnes en France à être atteintes d'une maladie chronique. Stress, surpoids, asthme, eczéma. La cure est efficace pour diminuer durablement les douleurs et consommer moins de médicaments. La médecine thermale, efficace pour longtemps. médecinethermale.fr. Decide whether to climb the hill or shoot for the moon. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Chez Mylan, nous pensons que vous avez quelque chose en commun avec 7 milliards de personnes. Nous partageons tous un souhait, être en bonne santé pour pouvoir réaliser nos rêves. Mylan propose des médicaments de qualité couvrant 88% des maladies. Et Mylan s'engage à choisir les excipients limitant les risques d'intolérance. Notre mission est de donner à chacune des 7 milliards de personnes dans le monde l'accès aux soins de santé qu'elles méritent, une personne à la fois. Une meilleure santé pour un monde meilleur. Mylan. Yvan Bourgnon s'est lancé l'impensable défi de faire le tour du monde avec comme seul guide le soleil et les étoiles. Sur un catamaran non habitable, son périple prend le goût d'un retour aux sources, où il retrouve son frère de l'autre côté du monde. Une aventure extrême à travers l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Ne manquez pas l'incroyable épopée d'un enfant de la mer. Le Monde d'Yvan, une série inédite de 4 épisodes, tous les lundis à 18h30 et 21h30 sur Voyage. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Moi c'est Bertrand. Moi c'est Vincent. Nous sommes cousins et chasseurs de volcans. Nous sommes nés en Auvergne et les volcans, on est tombé dedans quand on était petit. Depuis, pour les comprendre, nous parcourons la Terre entière à la rencontre de ces géants de feu et de ceux qui vivent à leur côté. Ils étaient là avant nous, ils seront là à la fin. Nous, on ne fait que passer. Bon, on va pas attendre qu'il pète celui-ci. Bon, si je te dis qu'on est dans le premier pays exportateur de bananes. C'est toi la banane. C'est moi la banane.
Si je te dis que la capitale est sur le flanc d'un volcan qui s'appelle le Huayhuapinchincha. Quito, Ecuador. Nous voilà en pleine cordillère des Andes équatoriennes, la séparation nord-sud du pays entre la côte et la partie amazonienne. C'est dans cet arc volcanique que les principales villes se sont développées et c'est également cette partie qui fait l'objet de notre voyage. Baptisée l'avenue des volcans au début du 19e siècle, la cordillère des Andes est ornée d'une quarantaine de volcans culminant à plus de 4000 mètres. Une dizaine à plus de 5000, jusqu'au Chimborazo, le point culminant avec ses 6267 mètres. Bon, on est paumé. Un peu.